Bonjour à toutes et à tous, émission un peu spéciale cette semaine. Nous sommes en plein cœur des secondes universités des ruralités écologistes qui se sont tenues les 18 et 19 octobre à Épinal. L'occasion de parler avec notamment Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. L'occasion de parler du massif et des enjeux autour du cadre de vie, de la fréquentation touristique et bien sûr de la préservation des espaces naturels. À tout de suite. Voilà, nous sommes donc ici à l'espace court à Épinal pour les universités des ruralités écologistes avec Pierre Mangin, le président du syndicat des accompagnateurs en montagne du Massif des Vosges, Marine Tondelier, secrétaire générale des écologistes bien sûr en France, et Laure Hague, conseillère régionale des écologistes donc de la région Grand Est. Merci à tous les trois, nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Marine Tondelier, un petit mot déjà pour les téléspectateurs de Vosges Télévisions. Rappelez-nous vraiment très succinctement les ambitions de ces universités des ruralités écologistes. C'est la seconde édition. La première, c'était l'année dernière dans la Drôme. Ici, on a le plaisir de vous accueillir dans les Vosges. Eh ben, on en a marre d'entendre à la télé, parce que c'est faux, que les écologistes ne s'intéresseraient qu'aux grandes villes. Les médias nationaux s'intéressent peut-être beaucoup aux grandes villes parce que c'est des villes qui sont connues et donc leurs maires sont connus et on est extrêmement fiers du travail de nos élus dans les grandes villes parce qu'ils changent la vie au quotidien de millions de Françaises et de Français. Mais on a plus de 100 maires en France et des élus locaux dans tous les territoires. Et donc, du coup, voilà, et vous avez ici sur l'événement des centaines de militants qui vont venir sur 3 jours et qui sont que des militants des territoires ruraux dont on est extrêmement fiers. Et donc, ce qu'on fait quand on vient ici, c'est que déjà, on échange sur nos difficultés, sur nos projets. On est, vous savez, chez les écolos, sur le penser global, agir local. Et donc, nos ambitions sont les mêmes pour toute la France. Moi, je dis souvent l'écologie pour tous, tous pour l'écologie. On n'est pas en train de dire est-ce qu'on va faire que les quartiers, que les ruralités. On veut changer la vie de tous les Français. Mais évidemment que les politiques publiques, quand on les décline, on ne doit pas les décliner pareil sur tous les territoires. Et donc, entre élus ou militants ruraux, de se dire, bah voilà, quand on veut faire des mobilités écolo, quand on veut se battre sur le service public, sur l'accès à la santé, sur l'éducation, sur la culture, sur tous ces sujets, on ne fait pas pareil, évidemment, dans la réalité que dans les grandes villes. Et donc, travailler entre nous, c'est précieux. Alors, Laure Hague, la carte postale, les grands chiffres, les grandes données sur le Massif des Vosges, pour la plupart de nos auditeurs qui ne le connaissent pas. C'est notre lieu touristique, voilà, en Alsace, en Lorraine, voilà, sur la région Grand Est, c'est notre montagne. Et donc, c'est sûr qu'il y a une très grosse fréquentation, que c'est un lieu touristique très important, avec des grosses disparités sur le massif, hein, entre le sud et le nord du massif. Donc, on a des problématiques liées au tourisme qui sont différentes, même si c'est un seul massif, et avec des sujets qu'on retrouve en fait dans beaucoup d'endroits, à la fois d'attirer, d'avoir du monde, parce qu'on est fiers de ce territoire, de sa beauté, de le faire découvrir, d'attirer, et à la fois de travailler sur effectivement la décarbonation qui doit arriver, de garder un massif vivable pour les populations, pour la biodiversité. Et donc, on a des vrais enjeux, que ça soit sur les mobilités, que ça soit sur le logement et la restauration, et puis sur aussi toutes les activités touristiques voilà, qui existent. Il y en a qui sont plus vertueuses que d'autres. Celles des guides de montagne le sont évidemment. Et donc, c'est à soutenir. Donc, voilà, c'est des enjeux qu'on va retrouver dans d'autres territoires, mais qui seront déclinés de façon très spécifique dans les Vosges. Avec, en termes de fréquentation touristique pure et dure, et Pierre Mangin, président du syndicat des accompagnateurs en montagne du Massif des Vosges, ne me contredira pas. La fréquentation touristique, hein, c'est les Parisiens, la région Hauts-de-France, le Benelux. Il y a beaucoup de Belges sur le massif, dans le département des Vosges et sur le massif en général. Les Hollandais un petit peu. Depuis quelques années, avec 2-3 saisons, on voit de plus en plus d'Anglais également qui reviennent sur le département. Et puis, voilà, des Parisiens qui peut-être estiment que, la région parisienne, on va dire, qui estiment peut-être que le massif alpin est un petit peu trop loin, peut-être un petit peu trop cher aussi aujourd'hui. Donc voilà, par rapport à la carte postale de fréquentation touristique du massif. Pierre Mangin, j'ai juste. Quand on parle de tourisme, il ne faut pas oublier qu'on hérite et qu'on profite d'un milieu vivant. Je pense par exemple à l'agriculture qui est indispensable. Si on a des paysages ouverts, c'est parce qu'on a des paysans qui ont travaillé la montagne, qui ont créé des prairies. On les espère le plus fleuries possible, les plus riches, etc. Mais sans prairies, sans paysages ouverts, donc sans paysans, on n'a pas de tourisme. Et puis on en parlait juste avant ce matin, c'est la forêt. La carte postale des Vosges, c'est la hêtraie sapinière, du hêtre, du sapin.
et des forêts diversifiées, feuillus, résineux, plutôt en irrégulier, où il fait bon se promener. On a toujours un paysage forestier, une identité paysagère qui est vraiment typique des Vosges. Et, et de la même manière, cette gestion forestière, on en dépend directement. Donc, en fait, le tourisme, c'est vraiment à la charnière de tout ça. Et si l'équilibre se rompt, eh ben, on va tout de suite en pâtir. Et puis, je te rends la parole tout de suite, mais donc, je suis accompagnateur en montagne. C'est pas guide, hein, accompagnateur. Nous, on va pas sur les glaciers. Dans les Vosges, ça tombe bien. Mais le métier d'accompagnateur en montagne, pour ceux qui le connaissent pas, c'est amener tout type de public à pied, en raquette, sur une cape la neige dans les Vosges, et puis en VTT, à la découverte de la nature, mais aussi des hommes qui vivent. Hein. On parle de patrimoine naturel et humain. Et donc, du coup, notre métier, c'est ça, c'est d'être médiateur de la nature, passeur de connaissances et donner aux gens qui visitent la montagne les codes de ceux qui y vivent. Et donc, faire en sorte que cette attractivité touristique, là, on trouve le bon compromis. Marine Tondelier, quel regard au niveau national quel regard au niveau national votre parti, votre organisation porte sur les massifs montagneux en général et les massifs de moyenne montagne, les Vosges, mais on pense aussi bien sûr au massif central. C'est un cinquième ou du coup un quart si c'est 25% du territoire. Et c'est pas un cinquième ou un quart du débat public, du débat sur les politiques publiques, de ce dont on parle à la télé. Donc on voit bien déjà que là il y a ce déséquilibre et c'est pareil quand on parle. On a aussi une commission littorale avec tous les élus qui travaillent sur le littoral. Voilà, chaque territoire a ses spécificités. Je trouve qu'on a tendance à pas assez en parler dans le débat public. Les montagnes. Ce qui est bizarre, alors moi je connais bien le massif des Alpes parce que j'ai fait toutes mes vacances depuis toute petite à Pralognan-la-Vanoise. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue écolo en fait, en observant le gypaète barbu et le parc naturel, etc. Et je connais un peu au pied du parc naturel régional de la Vanoise. C'est ça, dans le parc de la Vanoise. Mais comme j'ai un conjoint triathlète, je connais bien Gérard Bay. J'ai déjà fait les raquettes et le ski de fond aussi à Gérard. Mais on voit bien que dans les Alpes, par exemple, alors c'est des régions très de droite. Dans les Alpes, vraiment, vous êtes militant écolo, vous savez que vous n'allez pas gagner la ville tout de suite. Sauf que, il est en train de se passer un truc, c'est que les habitants de ces zones, ces territoires sont aux avant-postes pour voir que ça va pas. Ils peuvent être politiquement de droite, mais voir ce glacier qui recule et de mémoire d'homme, c'est pas un truc, on leur dit depuis 1850, c'est, depuis l'année dernière. C'est, quand j'étais petit et maintenant. C'est des choses qui se voient. Ils sont en première ligne de ça, ils voient leur territoire changer, ils voient que pour leurs enfants, ce sera encore pire et il y a une vraie inquiétude. Donc ça, je pense que c'est important aussi à exploiter et je pense que on doit réfléchir. Au moment du Covid, par exemple, tout le monde s'est dit mais c'est vrai que on n'avait pas le droit d'aller très loin en vacances et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs cool à faire sur le territoire national. La question après, c'est comment, quand on a envie de le faire, c'est possible. Moi, depuis Hénin-Beaumont, c'est plus facile d'aller en train à Pralognan-la-Vanoise, train Pubus, que dans les Vosges, paradoxalement. Quand j'étais allée dans les Vosges, j'étais allée en voiture. Quand j'ai un conjoint cheminot, donc quand on peut aller en train, vraiment, on va en train. Dans la Vanoise, je peux. Ici, c'était plus compliqué. Et donc, c'est des questions qu'on doit se poser, par exemple. Il y a la question du coût, du prix des vacances que vous avez posé, donc qui est intéressante aussi. Et nous, je pense, en tant qu'écolo, on doit réfléchir à tout ça. Et typiquement, c'est ça qu'on fait. On se dit, le tourisme, oui. Le tourisme pour tous, d'ailleurs. Dans ma région, par exemple, on a été les premiers à mettre en place le TER, le pass TER mer à 1 euro. C'est-à-dire que pendant les vacances, grâce aux écolos qui étaient au conseil régional, pour 1 euro, vous alliez à la gare et vous preniez n'importe quel train qui allait à la mer, c'était que 1 euro. Et il fallait être sur le quai de la gare de l'Île-Flandre ce jour-là. C'était beau à voir, c'était émouvant. Là, il y a des gens qui, par mépris social, par mépris de classe, se seraient peut-être moqués. Mais franchement, c'était les seules vacances et les gens venaient avec les enfants et les sacs remplis de pelles, les trucs et la glacière et tout ça. Les trains étaient bondés. C'était l'accès aux vacances. Et je pense que, par exemple, vous disiez les Hauts-de-France viennent plutôt dans les Vosges pour des raisons financières, mais pas tout le monde non plus. Et en fait, peut-être qu'on peut se battre pour rendre ça accessible, mais il faut pas que ce soit en termes de conflit d'usage, que ça rende inaccessible, par exemple, le logement pour les gens du territoire qui arrivent plus à se loger. Je vais être un peu complémentaire et justement avec des exemples concrets. Donc, nous, on a la capacité de faire des propositions qui sont souvent reprises finalement par les services qui sont assez convaincus que l'attractivité c'est important, mais qu'effectivement il faut penser à la fois au bien-être des populations et puis à tous les sujets, à la fois de CO2, à la fois des matériaux, d'emprise au sol, de l'eau, de la pression sur les milieux, etc. Et donc, on a essayé de faire vraiment avancer les sujets
Moi, j'ai essayé vraiment de un peu le saucissonner en plusieurs thématiques. Donc, il y avait vraiment la thématique des mobilités. Et ce que disait Marine Tondelier est tout à fait vrai de comment on vient dans les Vosges sans voiture. C'est facile un peu de dire ah bah vous avez qu'à pas prendre votre voiture. En fait, il n'y a pas de moyen d'aller d'un lieu à un autre. C'est de plus en plus difficile. Je me permets de préciser quand même, nos téléspectateurs vosgiens m'en voudraient si je ne le fais pas, mais je précise à l'auditoire ici qui n'est pas que vosgien, loin de là. Il y a bien sûr le TGV. On a le TGV dans les Vosges qui vient jusqu'à Épinal, jusqu'à Remiremont. En fait, vous voyez en train. Voilà, Bien on est sûr. voilà. En fait, c'est Je me permets de le préciser parce que oui, on peut, ouais, on peut venir de partout en train dans les Vosges, bien sûr. complètement. En fait, c'est une fois qu'on est sur place, comment on se déplace. Et ça, c'était un sujet que moi j'ai tout de suite soulevé, notamment dans la volonté d'accueillir un public familial qui va se déplacer avec des sacs, des valises, etc. Comment on les fait se déplacer. Et dans le nouveau schéma régional qui est sorti, qui sera pour 2023, qui est pour 2023-2028, il y a la vraie ambition de mettre en place des systèmes entre les logements, les lieux d'activité et les gares, du transport à la demande, des minibus, et en fait que les acteurs du tourisme s'organisent et que la région puisse faire l'ingénierie qui est derrière et le financer. Donc ça, c'est une vraie volonté de dire, regardez, vous pouvez venir en train et ensuite visiter aussi les Vosges et profiter pleinement des Vosges sans voiture. Laura, je me permets de vous interrompre de nouveau. Pierre Mangin, je souhaiterais vous entendre sur ce thème des mobilités. Prenez le micro. Et on parle souvent du toute saison, mais en fait, il y a le neige et le hors-neige. La région qui a repris donc la navette des crêtes, on parle de mobilité qui avait été expérimentée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Maintenant, c'est la région qui en a la charge. Elle a augmenté son dispositif. Elle a même augmenté le nombre de vallées qui sont desservies cet été. Et c'est vrai qu'on encourage les professionnels de la montagne à prendre les bus pour monter sur la crête en été. J'ai mélangé l'été et l'hiver. C'est Voilà. ça. Oui, oui, évidemment. Je ferai les deux saisons. On est toutes saisons. Du coup, l'hiver, il n'existe rien. Il n'existe rien. Alors, c'est pas les syndicats, c'est ma modeste petite entreprise. Donc, on a créé une navette hivernale, donc qui part de la vallée, qui emmène les gens sur les crêtes, faire des sorties raquettes, et qui redescend les gens dans la vallée. Pendant les vacances scolaires. Donc ça, c'est très intéressant parce que surtout l'hiver, c'est la période aussi qui est la plus sensible pour la faune d'un point de vue fréquentation. Et donc le fait que les gens soient accompagnés par un guide, ça permet aussi de gérer des fréquentations. Alors la grosse différence... Et qu'il ne se gare pas là-haut. Qu'il ne se gare pas sur les hauts. Qu'il ne gare pas là-haut après. Vous ne donnez plus rendez-vous sur les parkings, sur les sommités, sur les hauts. Le but, c'est de partir de où les gens logent pour les emmener à la neige, parce que dans les Vosges, la neige en dessous de 1000 mètres, c'est compliqué. Donc, si vous voulez voir la neige et que vous êtes en vacances, vous prenez la voiture. Le but, c'est de trouver des alternatives à la voiture pour aller voir la neige. Juste pour terminer, pour conclure, parce qu'on parle aussi un peu politique, la grosse différence entre les deux initiatives, c'est que celle qui est menée par la région, c'est de l'argent public. La billetterie, ça représente 8% le budget global de fonctionnement. Donc, 92%, c'est les impôts qu'on essaye d'inventer en hiver à notre petite échelle. On finance toute notre poche, c'est-à-dire que la billetterie, elle doit financer le bus, elle doit financer l'accompagnateur qui va amener les gens, la location du matériel, et puis financer aussi l'ingénierie. Voilà, donc je pense que ça peut paraître un détail, mais c'est quand même pas anodin quand c'est sa poche qui paye au bout. Et un petit retour sur l'expérience, donc sur les quelques voyages que vous avez fait, donc, non pas l'été dernier, mais l'hiver dernier. Alors, l'hiver dernier, en plus, plutôt très bon. Il n'y avait pas trop de neige. On a quand même rempli les bus qu'on a pu affréter. Donc, c'est dire qu'il y a quand même un besoin et qu'on essaye d'y répondre. Donc là, cette année, on va augmenter le dispositif. On va commencer aussi les vacances de Noël et on va faire aussi des week-ends pendant l'hiver. Et puis, on verra bien comment ça marchera. Et puis, s'il y en a qui veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le message est lancé aussi aux personnalités politiques pour accompagner le regard d'une élue régionale comme vous, Laura, sur ce genre d'initiative. Je me suis engagée à en parler en commission tourisme et j'espère que ça rentrera dans le budget 2025 de la commission tourisme pour que ça puisse être financé. C'est hyper intéressant et surtout, c'est porté par un acteur du territoire. Enfin, tout est déjà finalement en place. Par contre, pour l'instant, c'est à son échelle comme il peut et c'est assez injuste et il y a de quoi démultiplier en fait l'initiative et la rendre beaucoup plus importante et du coup qu'elle ait un effet levier aussi plus important. Et c'est là où l'argent public est intéressant quand il permet vraiment de développer plus fortement des projets existants qui sont vertueux. Donc je me suis engagée à le faire et voilà, j'espère que je serai écoutée.
n'étant pas dans la majorité, je ne peux rien promettre. On va gagner en 2028. Est-ce que je peux aborder deux sujets qui Bien fâchent? sûr, allez-y. Parce que depuis tout à l'heure, on vit dans le beau monde du tourisme et des Vosges, et c'est valable sur plein de sujets, et on s'engage. Je veux citer deux conflits d'usage qu'on n'a pas encore abordés. Je m'en voudrais qu'on ne le fasse pas. Ça aurait été mettre la poussière sous le tapis. On l'a pas préparé, mais vous allez parler de l'eau et de l'habitat. Et ben pas du tout. Ah. Je vais vous parler de la chasse et des animaux de compagnie. Ah, ok. Ah oui, effectivement. Premier sujet. Non, mais On parlera aussi un petit peu d'eau dans les Vosges. Il n'y a pas de problème. Et de Nestlé. Et de l'eau du robinet. Alors, et de Ventron, on doit amener des camions citernes d'eau parce qu'il y a la sécheresse, et que 2 ans après, on doit amener des pompes parce qu'il y a des inondations. Ouais. Et c'est là où on voit. Attention, on est sur deux secteurs géographiques. Oui, mais tout ça, c'est les deux versants d'une même pièce. Je vous laisse Qui est l'artificialisation des sols Je laisse évoquer la chasse. et la proposition qu'on porte. On a déposé la proposition de loi, c'est au moins une journée sans chasse par semaine. C'est pas la fin du monde. Moi, je veux pas qu'on me dise la solution, c'est une application smartphone, là, comme avait dit le gouvernement. Eux, ils ont un problème, une application smartphone. On doit pouvoir faire une journée sans chasse, qui n'empêche pas les chasseurs de chasser tous les autres jours de la semaine, et les promeneurs d'aller avec leurs enfants, les vététistes, etc., et se sentir en sécurité. Ça, je pense que c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table comme écolo. Le deuxième sujet, c'est les animaux de compagnie, parce que nous sommes des amis des animaux chez les Verts, mais il y a quand même un sujet. Moi, je sais que dans le parc de la Vanoise, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure, en allant en conférence, etc. Et vous comprenez qu'en fait, on va aller avec son chien se promener, et on est content, et on trouve ça un bon moment pour lui, pour nous, et que c'est la nature et que tout va bien. Sauf qu'en fait, évidemment, pour plein d'espèces qui sont en train de nicher, c'est un stress pas possible, en fait. Vous voyez, les chiens, déjà, moi, quand je me promène, j'ai un peu peur des chiens. Quand j'en croise un, je suis pas très détendue. Tout le moment, on se croise. J'essaie toujours de voir s'il va venir vers moi, s'il va, voilà. Et donc, et voilà, on voit en montagne, on va vouloir aller s'écarter du chemin parce qu'on veut prendre un raccourci, parce qu'on veut se perdre un peu en dehors des sentiers battus. Sauf qu'en fait, le en dehors des sentiers battus, c'est là où il y a des espèces qui nichent et qui se mettent en dehors du sentier battu parce qu'elles doivent être tranquilles pour se reproduire, pour protéger leurs petits. Et ça, je pense que c'est un truc auquel même nous, parfois, en tant qu'écolo, si on n'a pas la formation, on se rend pas forcément compte de quel usage de la nature et quel impact sur la nature. Pierre Mongin, si je peux me permettre, il y a une réglementation sur le massif des Vosges, notamment. Oui, mais il y a aussi beaucoup de resquillage et pas forcément mal intentionné. Et c'est vrai qu'on voit pas toujours le problème. On dit, là, ça dérangera personne. Moi, je suis écolo, je sais, je vais aller, voilà. De ça, je pense que c'est important aussi de former à ça. Ça veut pas dire qu'il y a plus d'animaux de compagnie, mais pourquoi c'est important de tenir son chien en laisse, par exemple, dans un parc? C'est pas juste pour embêter le chien et son propriétaire. Voilà. J'ai en tête les zones de quiétude instaurées par le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Question Pierre Mongin, ça marche pas? Vous constatez vous constatez des problèmes à ce sujet? Je trouve ça génial, que tu parles de ça, parce que j'avais proposé l'an dernier un séminaire du comité de massif pour imaginer quel était le problème de demain. J'avais dit les animaux de compagnie, et il y en a plein qui avaient rigolé. Et du coup, finalement, c'est bien, c'est un sujet sérieux. Et effectivement, après, amener son chien, c'est légitime. On a les animaux. Après, il faut quand même respecter la réglementation. T'as pas en forêt, mais nous, on a toute la crête et des hauts de chaume. Et c'est vrai que c'est là que les oiseaux aussi nichent, etc. Et un chien qui divague, ça peut porter des problèmes. Donc, il y a les réserves naturelles qui réglementent. Où là, c'est la réglementation qui va dire ici, il ne faut pas de chien, ici, il faut tenir son chien en laisse. Et après, le parc naturel régional des Ballons des Vosges, il va encore plus loin que ça, puisqu'il référence des zones qu'on appelle zones de quiétude. Donc, c'est des grands espaces où il y a potentiellement un problème et où, par exemple, nous, professionnels, on s'engage, les groupes qu'on emmène et leur chien en laisse s'ils ont un chien, et que tous les gens qui veulent rentrer dans la démarche s'engageront à avoir leur chien en laisse sur ces secteurs sensibles. Un mot sur ce que vous appelez ce qu'on appelle cette problème de surfréquentation, et comment, selon vous, alors militer au niveau national, je ne sais pas, pour orienter, aiguiller différemment la fréquentation touristique sur les sites qui posent problème. Alors c'est valable dans les Vosges, mais évidemment il y a plein d'autres lieux en France où c'est le cas. Quel regard vous avez là-dessus? Oui, ça c'est très transversal comme problème. Déjà, je reviens là-dessus, mais c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour les routes que pour les voies ferrées, et que même quand il y a beaucoup d'argent pour les voies ferrées, en fait, ça va dans des grands projets. Là, par exemple, l'histoire de gagner 1 heure de train, vous savez, sur la LGV dans la LGV Bordeaux Toulouse, en gros, pour gagner 1 heure de train sur une ligne qui existe déjà, on va mettre 14 milliards. Alors qu'on avait dit qu'il y avait 100 milliards à mettre d'argent pour les 10 prochaines années pour tout le ferroviaire confondu. Et donc, en fait, 14 milliards là-bas.
Et du coup, qu'est-ce qui reste pour les petites lignes? Rien. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai souci de réouvrir des lignes qui vont fermer, parce que souvent, on se retrouve tous en bagnole coincés au même endroit parce qu'on est obligé d'y aller en bagnole et que du coup, on crée des goulots d'étranglement, en réalité. Dans un monde où on dit aujourd'hui, faut la transition, faut plus de mobilité, faut que tout le monde ait le droit de bouger, mais que ça respecte la planète, on se retrouve, on n'a plus les infrastructures parce qu'on a fermé des petites lignes de tram, de TER, des gares qui ferment, et ça, c'est un problème. La deuxième chose, quand vous parlez d'étaler, ça, c'est l'organisation de la société. Le fait qu'il y ait eu des zones de vacances scolaires, déjà, ça permet d'étaler un peu le tourisme, mais voilà, on voit bien ceux qui s'enquillent dans les bouchons les samedis de chassés-croisés, etc. Voilà, ça, c'est un sujet. Et donc, comment on fait, y compris dans l'organisation des entreprises, par exemple, pour dire, oui, ou même dans l'organisation du tourisme. Moi, je sais que le camping où j'étais cette année en Bretagne, c'était, on pouvait prendre la semaine du samedi au samedi, ou du vendredi au vendredi, ou du dimanche au dimanche. C'était pas forcément possible avant, mais je pense que toute l'industrie du tourisme est consciente de ces sujets-là et essaye aussi de s'adapter pour permettre des arrivées et des départs différenciés. Quelles pourraient être les propositions au niveau national, les contraintes au niveau national à ce sujet, sur cette thématique-là? C'est qu'à un moment, vous avez parlé des calendriers scolaires. C'est ça, il y a les calendriers scolaires. Moi, par exemple, j'ai toujours défendu le fait, alors ça, c'était aussi pour vous savez, le train versus avion et les gens qui veulent partir loin, de dire, peut-être que les gens qui décident de partir loin sans avion, on devrait les avantager dans le monde du travail, vous voyez, en disant, comme tu as décidé, je sais pas, pour des raisons familiales, tu dois aller là et tu décides d'y aller en train, donc ou en bateau, ou je sais pas quoi, et ça te prend plus longtemps, d'adapter. Vous voyez, il y a des modes pour, en fait, une société qui n'est pas écolo fait peser toute la charge sur les individus. Et donc, par exemple, dans la société actuelle, être végétarien, ça commence à aller mieux, mais franchement, moi, végétarienne en 2009 à Hélène Beaumont, heureusement qu'il y avait des baraques à frites, mais c'était compliqué. Se déplacer en vélo dans une société qui ne l'a pas prévu, c'est compliqué. Faire du tourisme durable dans une société qui n'est pas durable, c'est compliqué. C'est-à-dire que tout repose sur l'individu qui doit chercher des solutions alternatives. Non. Normalement, c'est des comportements pas du tout écolos qui devraient être compliqués. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est difficile de vous dire, c'est telle politique publique, paf, c'est notre société qu'on doit transformer au fur et à mesure pour dire, non, le problème du changement climatique, c'est pas Jean-Michel en Picardie qui a laissé son wifi allumé la nuit, c'est toute l'organisation de la société, quoi. Et ça vaut pour le tourisme, ça vaut pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui. J'aimerais aborder une dernière thématique avant de vous libérer, si vous voulez bien, Marine Tondelier. Quid d'un exemple très précis? Alors, je vais me permettre de... C'est là où on va parler d'eau? Ouais, on va parler de l'habitat et de l'aménagement du territoire, parce que là, sinon, on n'aura pas le temps. Bref, Gérardmer, donc capitale touristique du massif des Vosges, a pris une décision forte, c'est d'interdire purement et simplement la construction de bâtiments nouveaux, de bâtis nouveaux, au-delà de 600 mètres, 700 mètres. 700 mètres, ce qui veut dire qu'il y a énormément de conflits, entre guillemets, naissants, avec des parcelles, bien sûr, qui étaient gardées par une famille, et dans le cadre d'une succession, elle devient plus constructible. Aïe, gros problème. Quid Laure Hague et puis Marine Tondelier derrière sur cette initiative vraiment très locale, mais révélatrice, évidemment, de la prise en main, en l'occurrence par la municipalité de Gérardmer, d'une problématique. On en pense ce qu'on veut, mais c'était une innovation, ça fait beaucoup parler. Il y aura des procédures judiciaires, il y a des procédures judiciaires en cours, il y en aura d'autres très certainement. Laure Hague, votre regard là-dessus? Je trouve que cette initiative est bien et qu'il faut aller vers des réflexions comme ça sur la surfréquentation. Comment on ménage tout de même la population et qu'on garde un lieu qui soit encore agréable, où on vient pas juste pour la photo Instagram et puis en fait on fait la queue tous, on a un nombre pas possible, on a fait 1 heure de bouchon avant parce qu'en fait tout le monde va aller au même endroit. Mais du coup, ça demande une vision globale. Et donc, pour moi, la vraie question, elle est comment on soutient pas un seul lieu, mais vraiment tout le massif, comment on le fait travailler ensemble. Et c'est déjà des réflexions qui sont en cours, mais que pour nous, écologistes, on trouve qu'elles arrivent un petit peu tard, parce qu'on est un peu maintenant obligé d'un coup, donc ça peut être fait de façon un peu brutale, alors qu'on avait 10, 15 ans pour avoir un accompagnement un peu plus léger, un peu plus dans la durée, progressif. Et c'est vraiment important d'avoir surtout une vision cohérente et lisible, à la fois pour les touristes qui viennent, qui se rendent compte, ok, c'est une destination nature, donc ça veut dire qu'il y a moins de monde, peut-être. Ça veut dire qu'on va manger des produits locaux, donc il reste des fermes, tout simplement. Donc on va moins manger de foncier parce qu'on veut garder nos fermes. Et donc on a une offre finalement qui est cohérente, qui attire et qui peut aussi être comprise par les promoteurs touristiques, les promoteurs immobiliers, parce qu'ils vont pouvoir le valoriser. Mais c'est important d'avoir cette vision un peu de chapeau pour ensuite la décliner sur les territoires, que ça soit compris et que ça soit du coup compris de tout le territoire. Cette problématique à Gérardmer, elle est notamment d'une explosion
de construction de résidences secondaires due à une modification de la loi, des lois qui régissent le plan d'occupation des sols. Grosso modo, pour construire 100 mètres carrés, une maison de 100 mètres carrés, il fallait un terrain de 1000 mètres carrés. Du jour au lendemain, il suffisait d'un terrain de 200 mètres carrés. Donc forcément, boum, densification de la construction neuve, en ville, ok, très bien, on évite de prendre du terrain autour des villes. Dans un site à Gérardmer, dans une ville comme Gérardmer, dans un massif comme le nôtre, c'est devenu tout de suite compliqué. Ma question est la suivante: est-ce que on pourrait imaginer au niveau national des spécificités locales qui soient décidées d'emblée, pas qui soient évidemment, mais imposées attendez, par le maire? c'est quand même dingue qu'on en vienne à se poser la question. Ça paraît logique. Quand on fait des politiques publiques, c'est pas on n'est pas jacobins, nous. On est fédéralistes. On dit pas la France a décidé que, donc vous vous débrouillez. On part des territoires, on construit avec eux. On a cet objectif-là. Comment on fait? Et on différencie évidemment opérationnellement. Pour ce qui est de Gérardmer, c'est une décision courageuse à prendre pour des élus. Il y a un aspect sur lequel je voudrais insister. Quand vous dites le préjudice, il est économique. Vous dites il y a des gens qui avaient leur terrain, qu'est-ce qu'ils en font? Je précise quand même que tout ça est lié aussi aux conditions de vie des agriculteurs. Et je le dis en tant que petite fille d'agriculteur. Moi, mon grand-père qui a bossé toute sa vie, qui est betteravier, etc., qui a une toute petite retraite. En fait, on disait, les agriculteurs, c'est pas grave qu'ils aient pas beaucoup de retraite parce qu'ils ont des champs. Et donc, ils vont les vendre. Et donc, en fait, la retraite des agriculteurs, c'est qu'ils avaient toujours un terrain à vendre et que ça leur payait leur retraite. Et donc, si on compte sur la vente des terrains pour faire vivre les agriculteurs et que tout d'un coup on leur dit ah non, vous, par contre à partir de maintenant vous pouvez plus le faire, par contre vos factures d'électricité augmentent, les retraites augmentent pas, on les indexe pas sur l'inflation et vous pouvez plus vendre votre terrain, ouais là ça fait beaucoup et on en a gros sur la patate. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, nous chez les écolos on fait aussi des zooms arrière et on comprend, c'est pas qu'un problème de logement et de terrain et de tourisme à Gérardmer, c'est un problème d'injustice sociale en réalité. Marine Tondelier, merci beaucoup. Vous savez quoi, on va vous libérer. Les applaudissements, si vous voulez bien. Merci tout le monde. Laure Hague, Marine Tondelier et Pierre Mangin, merci à tous les trois. Juste un petit coucou aux téléspectateurs de Vosges Télévisions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.